Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous retrouver cette nuit, enfin en tout cas cette matinée ou cette nuit, pour poursuivre la lecture de Franz Kafka. Donc, les récits de Kafka ont été adaptés au cinéma, aussi au théâtre. Et j'ai vu que le réalisateur autrichien Michael Haneke a produit la dernière adaptation donc au cinéma en 1997 et il est sorti en France en 2000. Alors dites-moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter si vous avez vu ce film et si vous l'avez aimé. Nous reprenons tout de suite notre lecture. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite un agréable moment. Si vous me le permettez, Fika, je vais maintenant vous poser une question, une extrême grossièreté. La patronne se tut. Donc, je ne peux pas vous la poser, dit K. Même cela me suffit. Bien sûr, dit la patronne, que même cela vous suffit, et comment? Vous interprétez tout de travers, même le silence. C'est plus fort que vous. Je vous autorise à poser votre question. Si j'interprète tout de travers, Fika, j'interprète peut-être aussi ma propre question de travers. Peut-être n'est-elle pas si grossière que ça? Je voulais simplement savoir comment vous avez fait la connaissance de votre mari et comment cette auberge est entrée en votre possession. La patronne fronça les sourcils, mais dit calmement. C'est une histoire très simple. Mon père était forgeron et Hans, mon mari actuel, qui était palefrenier chez un gros fermier, venait souvent chez mon père. C'était un peu ma deuxième rencontre avec Clam. J'étais très malheureuse. Je n'avais en fait aucune raison de l'être, car tout s'était passé correctement, et si je n'avais plus le droit d'aller le voir, c'était la décision de Clam. Et donc parfaitement correcte, seules les causes restaient obscures. J'avais le droit de les examiner, mais je n'aurais pas dû être malheureuse. Enfin, je l'étais malgré tout. Je n'étais plus bonne à rien, et je passais mes journées assise dans votre jardinet. C'est là que Hans me voyait. Parfois, il venait s'asseoir à côté de moi. Je ne me plaignais pas devant lui, mais il savait de quoi il retournait, et gentil comme il lui arrivait de pleurer avec moi. L'aubergiste de l'époque, ayant perdu sa femme, il devait renoncer à son commerce de surcroît. Il se faisait vieux, lorsqu'un jour, il passa devant notre jardin et nous vit assis là. Il s'arrêta et nous proposa, sans autre formalité, la gérance de l'auberge. Il ne demanda pas à être payé d'avance car il avait confiance en nous et proposa un bail très avantageux. Je ne voulais pas devenir un fardeau pour mon père, tout le reste m'était indifférent. Et c'est ainsi que songeant à l'auberge et à ce nouveau travail qui m'aiderait peut-être un peu à oublier. J'accordai ma main à Hans, voilà l'histoire. Il y eut un petit instant de silence, puis K ajouta. C'était un beau geste de la part de l'aubergiste, mais un geste imprudent, à moins qu'il y eût des raisons particulières de vous faire confiance à tous les deux. Il connaissait bien Hans, fit la patronne, c'était son oncle. Alors cela va de soi, dit K. La famille de Hans tenait donc manifestement beaucoup à cette alliance. Peut-être, fit la patronne. Je n'en sais rien. Je n'en suis jamais préoccupée. Mais forcément, dit K. Si la famille était prête à faire de tels sacrifices et à placer l'auberge entre vos mains, sans autre garantie. Cela n'avait rien d'imprudent. La suite l'a démontré, fit la patronne. Je me suis attelée au travail, j'étais forte, car j'étais fille de forgeron. Je n'avais besoin ni de garçon ni de serveuse. J'étais partout, à l'auberge, à la cuisine, à l'écurie, dans la cour. J'étais si bonne cuisinière qu'à midi, je récupérais même les clients de l'auberge des messieurs. Vous ne connaissez pas encore nos clients de midi. À l'époque, il y en avait encore davantage. Nous en avons beaucoup perdu depuis. Le résultat, c'est que non seulement nous avons pu honorer le bail, mais qu'après quelques années, nous avons même acheté l'ensemble qui aujourd'hui est remboursé dans sa quasi-totalité. L'autre résultat, certes, c'est que j'y ai perdu la santé, que je suis devenue cardiaque et que je suis maintenant une vieille femme. Vous me croyez peut-être beaucoup plus âgée que Hans, mais en réalité, il n'a que 2 ou 3 ans de moins que moi. Et jamais il ne vieillira, c'est sûr, car c'est avec son travail.
fumer la pipe, écouter les clients, vider sa pipe et parfois aller chercher de la bière, avec un travail pareil, on ne vieillit pas. Votre réussite est étonnante, Dika. Cela ne fait aucun doute. Mais nous parlions de l'époque. Avant votre mariage, et à ce moment-là, il aurait tout de même été bizarre qu'au prix de sacrifices financiers, ou du moins en prenant le risque considérable de vous donner l'auberge, la famille de Hans ait poussé à ce mariage en comptant sur votre seule force de travail, encore inconnue, et sur celle de Hans, dont on avait déjà dû constater l'absence. « Allons, dit la patronne, fatiguée. Je vois bien où vous voulez en venir. Et comme vous vous trompez. Il n'y avait pas de trace de Clam dans tout cela. Pourquoi aurait-il dû s'occuper de moi, ou plutôt, comment aurait-il pu le faire? Il ne savait plus rien de moi. Il avait cessé de m'appeler. Cela indiquait qu'il m'avait oublié. Quand il cesse d'appeler quelqu'un, il oublie complètement. Je ne voulais pas en parler devant Frida. Mais ce n'est pas juste de l'oubli, c'est beaucoup plus. Car une personne qu'on a oubliée, on peut refaire sa connaissance. Avec Clam, c'est impossible. Quand il cesse d'appeler quelqu'un, il ne l'a pas seulement oublié sous l'angle du passé, mais aussi littéralement pour tout l'avenir. En me donnant beaucoup de peine, j'arrive à lire dans vos pensées, des pensées qui n'ont pas de sens ici, mais qui ont peut-être cours dans le lointain pays d'où vous venez. Peut-être êtes-vous assez fou pour croire que Clam m'ait donné Hans pour mari, afin que je puisse aller le voir sans difficulté, si jamais il m'appelait à nouveau. Eh bien, on ne saurait pousser la folie plus loin. Quel homme pourrait m'empêcher d'accourir si Clam me faisait signe? C'est absurde, complètement absurde qu'on s'embrouille les idées à envisager pareille absurdité. Non, Fika, nous ne voulons surtout pas nous embrouiller. Mes pensées n'allaient pas aussi loin que vous supposez, même si, pour être franc, elles en prenaient le chemin. Je m'étonnais juste que votre belle famille ait fondé tant d'espoir sur ce mariage et qu'il se soit bel et bien concrétisé, même si c'est au prix de votre cœur et de votre santé. L'idée d'un lien entre ces faits et Clam était en train de s'imposer à moi, c'est vrai, mais pas, ou du moins pas encore, avec la grossièreté que vous lui prêtez, dans le but évidemment de pouvoir me rabrouer une nouvelle fois, puisque cela vous fait plaisir. Eh bien, donnez-vous ce plaisir, mais voici ce que je pensais. D'abord, Clam est manifestement la cause de votre mariage. Sans Clam, vous n'auriez pas été malheureuse, vous n'auriez pas été assise dans le jardin à ne rien faire. Sans Clam, Hans ne vous aurait pas aperçu. Sans votre tristesse, Hans aurait été trop timide pour oser vous parler. Sans Clam, vous ne vous seriez pas retrouvé en larmes auprès de Hans. Sans Clam, le bon vieil oncle aubergiste ne vous aurait jamais vu assis paisiblement l'un près de l'autre. Sans lui, la vie ne vous aurait pas été indifférente, et vous n'auriez donc pas épousé Hans. Il me semble que Clam est déjà assez présent dans tout cela. Mais ce n'est pas tout. Si vous n'aviez pas cherché à oublier, vous n'auriez sûrement pas travaillé en vous ménageant si peu, et votre commerce n'aurait pas autant prospéré. Donc ici encore, Clam, mais même sans cela. Clam est encore la cause de votre maladie, car votre cœur est déjà épuisé par la passion malheureuse dans votre mariage. Reste donc à savoir pourquoi ce mariage séduisait tant la famille de Hans. Vous avez dit, vous-même, qu'être la maîtresse de Clam, c'est une dignité qu'on garde toute sa vie. Voilà donc peut-être ce qui les a séduits. Sans compter, je crois, l'espoir de la bonne étoile qui vous avait guidé vers Clam, à supposer que ce fût une bonne étoile, mais vous l'affirmez. Vous appartenez en propre et donc vous protégez au lieu de vous quitter aussi vite et brusquement que Clam l'avait fait. Pensez-vous tout cela sérieusement ? Demanda la patronne. Sérieusement, Fika. Aussitôt, je crois juste que la famille de Hans n'avait ni complètement raison, ni complètement tort d'espérer. Et je crois ainsi comprendre l'erreur que vous avez faite. En apparence, tout semble avoir réussi. Hans est nanti. Il a une femme imposante. Il est estimé et l'auberge est remboursée. Mais en fait, tout n'a pas réussi. Il aurait sûrement été beaucoup plus heureux avec une jeune fille simple, dont il aurait été le premier grand amour, si, comme vous le lui reprochez, il reste parfois debout sans rien faire dans l'auberge avec un air perdu. C'est qu'il se sent vraiment perdu.
Sans être malheureux, c'est sûr, je le connais déjà suffisamment bien, mais il n'en reste pas moins qu'avec une autre femme, ce garçon beau et intelligent aurait été plus heureux. J'entends par là aussi plus indépendamment, plus travailleur, plus viril. Et vous non plus, vous n'êtes sûrement pas heureuse. Comme vous l'avez dit, sans vos 3 souvenirs, vous renonceriez à vivre et, de plus, vous êtes cardiaque. La famille avait-elle donc tort d'espérer? Je ne crois pas. La bénédiction planait au-dessus de vous, mais on n'a pas su la faire descendre. Et qu'a-t-on donc oublié de faire? Demanda la patronne. Elle était maintenant étendue sur le dos et regardait le plafond. D'interroger Clam. Ce qui vous ramène à vous, fit la patronne, ou à vous, dit K, nos affaires se jouxtent. Qu'entendez-vous de Clam, fit la patronne. Elle s'était assise dans son lit, avait secoué les oreillers pour pouvoir s'appuyer et regarder K droit dans les yeux. Je vous ai raconté en toute franchise mon cas, dont vous auriez pu tirer quelques renseignements. Dites-moi maintenant, avec la même franchise, ce que vous voulez demander à Clam. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre Frida de monter dans la chambre et d'y rester. Je craignais que vous ne soyez pas assez franc en sa présence. Je n'ai rien à cacher, dit K. Mais d'abord, je veux vous signaler une seule chose. Clam oublie aussitôt, disiez-vous. Or, cela me paraît, primo, fort peu probable, et secondo, c'est indémontrable. Ce n'est visiblement qu'une légende sortie de l'esprit juvénile de celle qui était tour à tour dans les bonnes grâces de Clam. Je m'étonne que vous prêtiez foi à une invention aussi banale. Ce n'est pas une légende, fit Clam, fit la patronne. C'est ce qui ressort de l'expérience générale. Une nouvelle expérience peut donc se contredire, dit K. Mais il y a encore une autre différence entre votre cas et celui de Frida. Clam n'a pas cessé d'appeler Frida. D'une certaine façon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il l'a au contraire appelée, mais c'est elle qui n'a pas obéi. Et se peut même qu'il se soit encore en train de l'attendre. La patronne se contenta de promener un regard attentif sur K sans rien dire. « Je peux vous écouter calmement. Tout ce que vous avez à dire, répondit-elle enfin. Parlez avec franchise. Ne me ménagez pas. Je vous demande juste une chose. Ne prononcez pas le nom de Clam. Désignez-le par « il » ou comme vous voudrez, mais pas par son nom. Volontiers, fit K. Mais j'ai du mal à dire ce que j'attends de lui. D'abord, je veux le voir de près, ensuite je veux entendre sa voix, ensuite je veux savoir ce qu'il pense de notre mariage. Quant à ce que je lui demanderai éventuellement ensuite, cela dépendra du déroulement de l'entretien. Nous dirons peut-être bien des choses, mais pour moi l'essentiel est d'être en face de lui. Car je n'ai encore jamais parlé directement avec un véritable fonctionnaire. Cela semble plus difficile à obtenir que je ne le croyais. Mais maintenant, j'ai le devoir de lui parler à titre privé. Et à mon avis, c'est beaucoup plus facile à réaliser en sa qualité de fonctionnaire. Je peux seulement lui parler dans son bureau, qui est déjà peut-être inaccessible. Ou bien, ce qui est déjà problématique, à l'auberge des messieurs. Mais à titre privé, je peux le faire n'importe où, à l'auberge, dans la rue, là où j'arriverai à le rencontrer. Si en plus, j'ai aussi le fonctionnaire en face de moi, je m'en féliciterai. Mais ce n'est pas mon premier objectif. Bon, dit la patronne, en plongeant son visage dans les oreillers comme si elle tenait des propos indécents. Si par mes contacts j'arrive à faire transmettre à Clam votre demande d'entretien, promettez-moi en attendant que la réponse redescende ici, de ne rien tenter de votre propre initiative. Cela, je ne peux pas vous le promettre, Fika, malgré mon vif désir de satisfaire votre requête ou votre caprice, car le temps presse, surtout après l'issue défavorable de mon entretien avec le maire. Cette objection tombe d'elle-même, dit la patronne. Le maire est quantité négligeable. Vous ne l'avez donc pas remarqué? Il ne pourrait pas conserver son poste un seul jour sans sa femme. C'est elle qui dirige tout. Midi, demanda K. La patronne acquiesça. Elle était présente, fit K. S'est-elle exprimée, demanda la patronne. Non, fit K.
Je n'ai pas non plus l'impression qu'elle en était capable. Bien sûr, fit la patronne, puisque votre perspective des choses ici est tellement erronée. En tout cas, ce qu'a décidé le maire à votre sujet est sans importance. J'en parlerai avec sa femme à l'occasion, et si je vous promets par-dessus le marché que la réponse de Clam arrivera d'ici une semaine, au plus tard, vous n'avez plus aucune raison de ne pas céder à ma demande. C'est tout cela. Tout cela ne suffit pas, dit K. Ma décision est prise et j'essaierai de la mettre à exécution, même si la réponse est négative. Ayant cette intention dès le départ, je ne vais pas commencer par solliciter cette entrevue. Ce qui est, sans cette demande, reste une tentative peut-être audacieuse, mais de bonne foi, serait un geste ouvert d'insubordination après une réponse négative. Ce serait assurément beaucoup plus grave. Plus grave, fit la patronne ? C'est de l'insubordination dans les deux cas. Maintenant, agissez à votre guise, passez-moi ma jupe. Sans se soucier de K, elle enfila sa jupe et se précipita dans la cuisine. Cela faisait déjà un certain temps que l'on entendait du brouhaha dans la salle à manger. On avait frappé à la lucarne. Les assistants l'avaient ouverte une fois brutalement en criant qu'ils avaient faim. Puis d'autres visages étaient apparus. On entendait même chantonner doucement, mais à plusieurs voix. Il est vrai que la conversation de K avec la patronne avait fort retardé la préparation du déjeuner. Et il n'était pas encore prêt, mais les clients étaient tous là. Personne néanmoins avait eu de l'audace d'entrer dans la cuisine malgré l'interdiction de la patronne. Mais dès que ceux qui observaient par la lucarne annoncèrent que la patronne arrivait, les serveuses se précipitèrent dans la cuisine. Et lorsque K entra dans la salle, les clients étonnamment nombreux, plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes habillées de façon provinciale, plutôt que paysannes, quittèrent la lucarne où ils étaient rassemblés et se ruèrent vers les tables pour s'assurer d'une place. Dans un coin seul, un couple était déjà installé à une petite table avec quelques enfants. Le mari, un homme sympathique aux yeux bleus, à la barbe et aux cheveux gris, et hirsute, était debout penché vers les enfants, et pendant qu'il chantait, il battait la mesure avec un couteau, tout en essayant de faire chanter moins fort. Peut-être voulait-il leur faire oublier leur faim en chantant. La patronne adressa d'un air indifférent 2 ou 3 mots d'excuse à ses clients. Personne ne lui fit de reproches. Elle chercha autour d'elle l'aubergiste, mais devant cette situation difficile, il y avait sans doute pris la fuite depuis longtemps. Puis, elle alla lentement dans la cuisine, tandis que K courait dans sa chambre rejoindre Frida. Elle ne lui lança plus un seul regard. L'instituteur. Là-haut, K trouva l'instituteur. Heureusement, Frida avait si bien travaillé que la chambre était à peine reconnaissable. Elle avait aéré au fond, bien aligné le poêle, lavé le plancher, fait le lit. Les affaires des servantes, tout cet odieux fatras, y compris leurs photos, avaient disparu. La table, qui était où qu'on se tourne, poursuivait littéralement du regard avec la surface incrustée de saleté. Était recouverte d'une nappe blanche faite au crochet. On pouvait recevoir à présent la petite provision du linge de K, manifestement lavé par Frida, de bonne heure, était suspendu à sécher près du poêle. Mais cela dérangeait à peine. L'instituteur et Frida étaient assis autour de la table et se levèrent lorsque K entra. Frida dit bonjour à K en l'embrassant. L'instituteur s'inclina légèrement. Dans sa distraction et encore tout agité par sa conversation avec la patronne, K commença par s'exécuter de n'avoir pas encore pu rendre visite à l'instituteur. Et il semblait supposer que l'instituteur, fatigué de l'attendre, était lui-même venu lui rendre visite. Mais l'instituteur, toujours aussi réservé, paraissait juste commencer à se souvenir que lui et K avaient plus ou moins convenu de se rendre visite. « Mais c'est vous, monsieur l'arpenteur, fit-il lentement. L'étranger avec qui j'ai parlé, voici quelques jours, sur la place de l'église. »« Oui, fit K sèchement, ce qu'il avait jadis toléré quand il était abandonné de tous. Il n'allait pas l'autoriser ici, dans sa chambre. » Il se tourne vers Frida et la consulta au sujet d'une importante visite qu'il devait effectuer immédiatement et pour laquelle il lui fallait être habillé le mieux possible.
Sans lui en demander davantage, Frida appela sur le champ les assistants occupés à examiner la nouvelle nappe et leur ordonna de descendre dans la cour, brosser soigneusement les vêtements et les bottes de K, qu'il commença aussitôt à enlever. De son côté, Frida détacha une chemise sur le fil et descendit en toute hâte dans la cuisine pour la repasser. K se retrouva seul avec l'instituteur, qui était de nouveau assis à la table sans rien dire. Il le fit attendre encore un peu, ôta sa chemise et commença à se laver dans la cuvette. Alors, seulement, le dos tourné à l'instituteur, il lui demanda le motif de sa venue. « Je viens de la part de monsieur le maire, » dit-il. K était prêt à l'entendre, mais, le vacarme de l'eau couvrant ses paroles, l'instituteur fut forcé de se rapprocher de K et s'appuya contre le mur à côté de lui. K s'excusa de faire sa toilette et sa précipitation en évoquant l'urgence de sa visite projetée. Sans lui répondre, l'instituteur déclara « Vous avez été impoli envers monsieur le maire, cet auguste vieillard plein de mérite et d'expérience. » Je ne sache pas avoir été mal poli, fit K en s'essuyant. Mais il est vrai que j'avais d'autres soucis que les bienséances, car il s'agissait de mon existence, menacée par une scandaleuse bureaucratie, que je n'ai besoin de vous décrire, puisque vous êtes vous-même un membre actif de cette administration. Est-ce que le maire s'est plaint de toi ? S'est plaint de moi, pardon. À qui voulez-vous qu'il se plaigne, fit l'instructeur. Et même s'il avait quelqu'un sous la main, est-ce qu'il se plaindrait jamais ? J'ai juste établi sous sa dictée un bref procès-verbal de votre entretien qui m'en a appris assez long sur la bonté de monsieur le maire et sur votre façon de répondre. Tout en cherchant son peigne que Frida avait dû ranger quelque part, K répondit « Comment ? Un procès-verbal ?» Dressé après coup en mon absence, par quelqu'un qui n'était pas là lors de l'entretien, c'est la meilleure. Et pourquoi faire un procès-verbal ? C'est donc un entretien officiel ? Non, fit l'instituteur, semi-officiel. Le procès-verbal aussi n'est que semi-officiel. Il a seulement été dressé parce que chez nous, un ordre strict est partout de rigueur. Maintenant qu'il existe en tout cas, il ne vous fait pas bonheur. Ayant enfin retrouvé le peigne qui avait glissé dans le lit, K répondit plus calmement. « Très bien, qu'il existe. C'est ce que vous êtes venu m'annoncer ? » « Non, dit l'instituteur, mais je ne suis pas une machine. Je devrais vous dire mon opinion, ma mission. Elle est une nouvelle preuve de la bonté de monsieur le maire. J'y insiste. Cette bonté me dépasse, et si j'accomplis cette mission, c'est seulement parce que je suis tenue par ma position et par mon respect pour monsieur le maire. » Lavé et peigné, K était maintenant assis devant la table, attendant sa chemise et ses vêtements. Il n'éprouvait guère de curiosité pour le message que l'instituteur lui apportait, étant de surcroît influencé par le peu d'estime où la patronne tenait le maire. « Il doit être déjà midi passé, non ?» demanda-t-il en songeant à la course qu'il projetait. Puis il se rattrapa en disant « Bah, vous vouliez me dire quelque chose de la part du maire, non ?» « Bah, fit l'instituteur en haussant les épaules comme pour écarter toute responsabilité. Monsieur le maire craint que vous ne preniez une initiative inconsidérée si la décision concernant votre affaire tarde trop. Quant à moi, j'ignore pourquoi il s'inquiète. Le mieux, à mon avis, étant que vous fassiez ce que vous vouliez. Nous ne sommes pas vos anges gardiens et nous ne sommes pas tenus de vous courir après dans toutes vos démarches. » Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture. Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui la commencent. À très vite.